Messieurs, dames, bienvenue à tous. Cette vidéo est la deuxième et dernière partie de notre série L'iceberg des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, je vous invite vraiment à aller la voir en premier pour vous mettre dans le bain, ce qui vous permettra d'apprécier encore plus cette deuxième partie. Dans cette série, L'iceberg des crypto-monnaies, on retrace toutes les infos, anecdotes, théories, suppositions qui tournent autour de Bitcoin et du monde fascinant de la blockchain et des crypto-monnaies. L'iceberg est divisé en 6 tiers suivant la profondeur des théories que l'on va aborder. Plus on descendra, plus les histoires seront profondes et peu connues. Dans la première vidéo, on a déjà abordé les 4 premiers tiers. Nous sommes donc déjà plongés au milieu de l'iceberg, dans une eau glaciale, avec de moins en moins de lumière et d'oxygène. Mais c'est rien du tout comparé à ce qui nous attend aujourd'hui. Installez-vous confortablement, profitez du peu d'oxygène qu'il vous reste, car c'est l'heure de continuer la plongée. Bienvenue dans l'iceberg des crypto-monnaies partie 2. Nous sommes maintenant au tiers 5. La température est glaciale, on commence à apercevoir quelques poissons vraiment chelous, des trucs qui ne vivent que dans les fins fonds des océans, et les histoires aussi sont de plus en plus profondes et de moins en moins connues. Bienvenue au tiers 5. Tout commence en 2009 lorsque James Howells, un informaticien britannique qui traîne régulièrement sur des forums de cryptographie ou d'autres trucs d'informaticiens, se passionne pour le Bitcoin, une monnaie virtuelle que littéralement personne ne connaît à l'époque. Il va fouiller un petit peu, trouver ça très cool, et par curiosité, il va se mettre à miner des bitcoins sur son ordinateur. À force de faire joujou à droite à gauche, James finira par accumuler plus de 7500 bitcoins. Les années passent, et James a oublié cette histoire de bitcoin et est passé à autre chose. Mais en 2013, 4 ans plus tard, il se débarrasse d'un vieil ordinateur qu'il n'utilisait plus en le mettant dans une décharge publique. Problème. Gros problème même. À l'intérieur de cet ordinateur se trouve le disque dur qui contenait les clés privées du wallet de 7500 bitcoins de James. En 2013, 7500 bitcoins, on est déjà autour d'un bon petit 750 000 $. Conscient de son erreur, ou plutôt de son énorme connerie, James va entreprendre une quête totalement désespérée pour retrouver le disque dur. Il va fouiller dans toutes les décharges de la région, cherchant son ordi sous des tonnes de déchets. Mais très vite, les autorités vont lui refuser l'accès aux décharges. Il va petit à petit perdre espoir au fur et à mesure que le temps passe. Mais malgré les obstacles, James continue sa quête du trésor perdu. Très vite, les médias prennent d'assaut l'affaire et James reçoit des soutiens et des conseils de la part des gens du monde entier qui sont happés par cette histoire. Et un beau jour, en 2017, alors que ça fait 3 ans qu'il passe ses week-ends à fouiller dans des déchets et que sa femme l'a quitté parce qu'il sentait beaucoup trop mauvais, il finit enfin par... Non. J'aurais aimé que l'histoire se finisse comme ça, mais James ne retrouvera jamais son disque dur et finira par accepter la perte de son trésor. Quand on vous dit de garder vos clés privées dans un endroit sûr, les gars, c'est pas pour rigoler. Vous les connaissez déjà si vous avez vu la première vidéo, ils nous accompagnent sur toute la série de cet iceberg. Un grand merci à Young Platform d'être encore une fois le partenaire de cette vidéo. Young Platform, c'est un échange de crypto-monnaies enregistré PSAN, leader en Italie, qui base toute sa ligne autour de l'éducation des investisseurs. Et c'est ce que j'aime vraiment chez eux, c'est qu'ils mettent l'accent sur la connaissance et qu'ils essayent d'accompagner au maximum les investisseurs qui utilisent leurs services. Et pour l'occasion, on a décidé avec Young Platform de vous faire un petit cadeau. On a réalisé un quiz sur l'application Young Platform Step d'une vingtaine de questions sur tous les sujets qu'on a traités dans l'iceberg, que ça soit dans cette vidéo ou dans celle d'avant. Si vous avez bien suivi, vous pouvez essayer de faire ce quiz, il s'appelle Iceberg Iril, vous le trouvez sur l'appli dans l'espace quiz. Et la grosse particularité, c'est que d'habitude quand vous faites un quiz sur une plateforme Step, vous gagnez 0,2 YNG, le token de Young Platform. Sauf que, exceptionnellement, pour ce quiz, vous en gagnez 10, c'est-à-dire littéralement 50 fois plus que pour un quiz habituel. Tous les liens sont dans la description et je suis curieux de savoir quel score vous avez fait à ce petit quiz, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le mec le plus influent de l'écosystème crypto, si on met de côté Satoshi évidemment, est très sûrement Vitalik Buterin. Vitalik Buterin est le créateur d'Ethereum. Mais est-ce que vous savez, à la base, pourquoi il a voulu créer un tel projet? Je pense que non, et l'histoire est assez lunaire. Vitalik est né en Russie en 1994 dans une famille d'informaticiens et il va déménager au Canada à l'âge de 6 ans.
Ses parents commencent à se dire que le petit Vitalik est peut-être un petit peu doué quand, à 4 ans, au lieu de jouer avec des trucs normaux, il s'amuse à faire des tableaux Excel. À 7 ans, il écrit une encyclopédie, apparemment très complète selon son père, sur les lapins. Et apparemment c'était très pointu. Et en même temps, le Vitalik de 16 ans se met à découvrir les filles. Attends, non, il y a une erreur dans le script là. Très vite, le Vitalik de 16 ans se met à découvrir les jeux vidéo. Là c'est mieux. Il va se mettre à poncer World of Warcraft, un jeu en ligne qu'il va adorer. Mais en 2010, un événement va détruire le petit Vitalik. Les développeurs du jeu ont fait plusieurs mises à jour sur World of Warcraft, notamment sur l'une des classes de personnages qu'il y a dans le jeu. Et le personnage préféré de Vitalik se fait totalement modifier et devient extrêmement faible. Ça va lui briser le cœur, littéralement. Il avait passé des heures sur ce jeu et il est totalement anéanti par cette mise à jour. Et ça va aussi lui donner une idée. Très frustré de cette mise à jour qu'il n'avait absolument ni demandé ni voulu, il commence à envisager un monde où aucune autorité centrale ne peut venir contrôler les règles et décider de tout sans consulter la communauté. Et c'est là que quelques temps plus tard, il finit par découvrir Bitcoin grâce à son père. Il comprend tout de suite le potentiel de cette technologie pour créer un monde décentralisé et résistant à la censure. Fasciné par le Bitcoin et les crypto-monnaies, il commence à écrire des articles pour un blog qui lui a permis de rencontrer beaucoup de membres de cette très jeune communauté, et notamment ses futurs associés. Au fil de ses rencontres et de ses recherches, Vitalik commence à constater que Bitcoin a des limitations en termes de flexibilité et d'application. Et c'est là qu'il a l'idée de créer un grand réseau décentralisé sur lequel il serait possible de construire des applications et de créer des contrats intelligents. À 19 ans, il publie le livre blanc d'Ethereum qui deviendra et qui reste actuellement la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Tout ça à cause d'une mise à jour d'un perso sur World of Warcraft. Manny Rosenfeld, un mathématicien et cryptographe, s'est levé un beau jour dans les années 2012 avec l'idée de créer ce qu'il a appelé les bitcoins de couleur. Les bitcoins colorés, c'est un protocole qui permettait d'associer des actifs réels à des adresses bitcoin. En gros, vous allez encapsuler une information supplémentaire à une certaine quantité de bitcoin. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous preniez un billet de 20 €, mais que dessus, vous ajoutez un coup de tampon qui stipule que ce billet en particulier est un billet de 20 €, oui, mais que c'est aussi une action d'une société. Il va donc avoir deux fonctions, 20 € et action de société. Le truc, c'est que si sa valeur en tant qu'action de société vaut plus que 20 €, vous n'avez aucun intérêt d'utiliser ce billet pour acheter de la viande chez le boucher d'une valeur de 20 €, vu qu'il en vaut plus. Eh ben, c'est un peu pareil chez Bitcoin. L'objectif était de certifier une certaine valeur de Bitcoin en un autre actif. En gros, c'est des Bitcoins avec une étiquette qui dit à quoi ils vont servir. Et puisque chaque Bitcoin peut s'accompagner de données dans les transactions, tout le monde pourrait savoir ce que ces Bitcoins représentent. Ça peut être des propriétés, des actions, des obligations, etc. L'idée est amenée en 2012, elle est très originale et à l'époque la communauté ne parle que de ça. C'est vraiment le sujet de discussion du moment. Mais elle finira par s'essouffler. Même si ça paraît super bizarre aujourd'hui et qu'en fait on peut juste se dire que en fait c'est pas du tout l'utilité qu'a Bitcoin et qu'il faudrait juste créer un projet parallèle et ne pas coller ça à Bitcoin, dites-vous que on est en 2012 et qu'il n'y a que Bitcoin. Et même si des tests étaient en cours sur les bitcoins de couleur, l'émergence de nouveaux projets plus complets et plus adaptés que Bitcoin pour ce genre d'idées finiront par éteindre les bitcoins de couleur. Les bitcoins de couleur, c'est l'une des plus vieilles propositions d'amélioration. Et pour la première fois, l'idée de ce projet a montré à la communauté qu'il fallait toujours chercher de nouveaux cas d'utilisation, et cette idée est sûrement responsable de l'émergence de plein d'autres crypto-monnaies avec des cas d'usage qui sont différents de Bitcoin. Des technologies apparaissent très vite et l'idée originale se fait oublier. Une idée, même si elle n'est pas réalisée, peut laisser derrière elle un héritage insondable sur le moment. Dana Peña est un businessman américain et sa vision du Bitcoin est, disons, à la fois très générique et peu commune. D'abord, qui que nous soyons, si on investit sur le Bitcoin et qu'on le hold, nous sommes stupides et retardés. C'est son avis, merci beaucoup Dana, c'est très gentil.
Ensuite, le Bitcoin n'aurait qu'une destination, la cave, puis zéro. C'est d'ailleurs de là que vient le fameux Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Mais, selon Dana, le Bitcoin serait bien plus que juste un outil de spéculation dangereux. Ça serait une conspiration russe visant à déséquilibrer l'ordre financier mondial et le système économique américain. Et le cerveau derrière ce fléau ne serait personne d'autre que Vladimir Poutine lui-même. Son objectif serait de purger le monde de l'emprise du dollar et des marchés financiers traditionnels. I hear it's a Putin conspiracy, crypto. And the Russians started 11, 12 years ago to take control of the simple-minded morons. And it's worked. On a vu un peu plus haut l'histoire d'un mec qui avait perdu son wallet Bitcoin et qui a retourné plein de décharges pour essayer de récupérer l'accès à son disque dur. Ou on a tous déjà entendu l'histoire d'un mec qui a 5000 bitcoins mais qui a oublié le mot de passe et qui n'a plus qu'un seul essai. D'ailleurs, parallèle, mais cette histoire, le mec avait 10 possibilités de mot de passe, il lui en restait qu'un seul pour débloquer ses 5000 bitcoins, il a fait de l'hypnose et tout, et conclusion, bah il a pas réussi, il a perdu son wallet. Voilà, c'est cadeau. Des histoires comme ça, il y en a des centaines. Perdre l'accès à ses clés privées est la hantise de littéralement tous les investisseurs crypto. Et plus c'est arrivé tôt, plus le Bitcoin était bas et plus le nombre de jetons perdus à jamais était élevé. Le problème de gestion des clés et de la sécurité des wallets va beaucoup plus loin que ça. Sur une personne, ça peut paraître insignifiant. Mais en cumulé, la quantité de Bitcoin perdus à jamais pourrait monter à long terme à presque 15 à 20% de la supply totale. C'est-à-dire presque 5 millions de bitcoins, soit plus de 100 milliards de dollars. Calculer le nombre de bitcoins perdus à jamais est très difficile. Est-ce qu'un bitcoin perdu est un bitcoin qui n'a pas bougé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans? Comment on définit ça? Par contre, si les chiffres s'avèrent exacts et que plus de 5 millions de bitcoins ne revoient jamais la surface, ça voudrait dire que la supply totale à prendre en compte n'est plus de 21 millions, mais de 17 millions. Et ça change tout. L'émission va se poursuivre et les prochains bitcoins sont d'un coup beaucoup plus rares. Et même si Bitcoin est par nature inflationniste, est-ce qu'il l'est toujours si on prend en compte les jetons perdus qui n'apparaîtront plus jamais dans l'offre et la demande? Surtout que si on classe ces bitcoins perdus par ancienneté, alors qu'est-ce qu'il se passe s'ils réapparaissaient des années plus tard? Typiquement, est-ce que ces bitcoins pourraient peut-être devenir à terme plus rares que les autres parce qu'ils sont plus vieux? Et on n'a pas encore parlé des bitcoins brûlés. Certains bitcoins sont juste envoyés à la morgue dans des wallets de burn. Mais du coup, ça me fait me poser une question. Imaginez qu'on est en 2140, qui est censé être l'année où tous les bitcoins seront minés. Est-ce que le nouveau narratif ne serait pas la chasse aux bitcoins perdus? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer un moyen pour les récupérer? Est-ce que le nom Winklevoss vous dit un truc? Ok, je vous aide un peu. Cette photo, ça vous dit rien? Le film The Social Media, peut-être? Non? Tyler et Cameron Winklevoss sont deux frères jumeaux américains qui sont connus pour être à l'origine de l'idée de Facebook. Ils ont eu l'idée de Facebook avant Mark Zuckerberg et c'est même eux qui sont allés le recruter pour coder le site de Facebook et c'est à ce moment qu'il les a doublés et qu'il s'est auto-proclamé créateur de Facebook. Il y a eu des années de procès entre les Winklevoss et Mark Zuckerberg, ça a été très dur à digérer, ce qui peut se comprendre, mais ce qui nous intéresse, c'est l'année 2012. Après avoir pris le temps de digérer le coup dur de Facebook, les frères Winklevoss croisent le chemin de la crypto-monnaie. Intrigués par ce Bitcoin, ils décident de faire leurs recherches avant de tomber sous le charme de cette technologie et d'y investir une somme colossale. En 2012, ils investissent plus de 12 millions de dollars sur Bitcoin. Bon, ils étaient fortunés, ils avaient peut-être un peu le seum de l'histoire de Facebook et ils se sont dit qu'il fallait passer à l'action et pas laisser passer une nouvelle opportunité. Et ça reste quand même des cracks de la technologie, donc ils ont peut-être aussi très bien calculé leurs coûts et cerné le potentiel. Mais en 2012, dites-vous que investir 12 millions de dollars sur le Bitcoin, c'est comme si maintenant les 12 millions de dollars, tu les investissais dans une crypto du top 500, 1000. C'est très petit. En 2012, c'est absolument faramineux comme somme.
Et c'est un choix qui sera très contesté et très moqué par énormément de personnes qui estiment que l'histoire de Facebook leur a totalement fait perdre la tête. Mais la suite va pas leur donner raison, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Bitcoin, qui en 2012 ne valait que quelques dollars, finit par exploser et les 12 millions de dollars deviennent beaucoup plus de dollars. Si bien que grâce à leur investissement initial, les frères Winklevoss deviennent les premiers milliardaires du Bitcoin et sont perçus comme un symbole de réussite et de persévérance. Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'ils vont utiliser ce capital pour fonder Gemini, une plateforme d'échange de crypto qui marche encore très bien actuellement. Beaucoup de gens se sont arrêtés à cette image des deux mecs qui sont fait voler Facebook sans aller plus loin. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Morale de l'histoire, vous n'avez pas qu'une seule opportunité dans votre vie. Ou acheter du Bitcoin, chacun voit la morale comme il le veut. Depuis maintenant plusieurs années, le Venezuela est confronté à une crise économique extrêmement violente. On parle d'hyperinflation, de pénurie de produits ou de restrictions gouvernementales qui ont plongé ce pays dans la corruption et la pauvreté la plus totale. Et la situation semblait totalement désespérée. Dites-vous que au Venezuela, en 2019, le prix d'une boîte de 12 œufs était supérieur au salaire mensuel moyen. 400 000 bolivars, qui est l'équivalent de 2 dollars. Mais pour essayer de faire face à l'effondrement de la monnaie nationale, le bolivar, qui s'est mangé un taux d'inflation absolument effrayant de 130 000% en 2018 et 9 500% en 2019, eh bien les citoyens ont dû chercher une valeur refuge vers laquelle se tourner. Et cette valeur refuge, ils l'ont trouvée chez Bitcoin. L'aspect décentralisé de Bitcoin, incontrôlable par le gouvernement, a beaucoup séduit les Vénézuéliens, si bien qu'ils sont devenus le 3e pays du monde qui utilisait le plus les cryptos, derrière les États-Unis et la Russie. Bitcoin Cash, Dash ou Ethereum étaient aussi très utilisés. Et en juin 2020, la plateforme d'échange CryptoBuyer a travaillé avec les commerces pour essayer d'installer des terminaux de paiement Bitcoin dans tout le pays. En tout, plus de 20 000 points de vente acceptent maintenant les paiements Bitcoin au Venezuela. Il y a les petits commerces locaux, mais aussi les grandes chaînes comme Burger King ou Samsung. Les cryptos ont aussi joué un gros rôle dans la solidarité internationale apportée au Venezuela. Des personnes du monde entier ont pu envoyer des dons en Bitcoin ou dans d'autres cryptos directement aux Vénézuéliens dans le besoin, sans avoir à passer par des organismes gouvernementaux ou des intermédiaires. Les Vénézuéliens pouvaient même recevoir leur salaire en Bitcoin. On dit souvent que pour savoir si une technologie va marcher, il faut qu'elle résolve un problème suffisamment important pour qu'on l'utilise. Et bien je pense que là, on est dans l'exemple parfait. Depuis octobre 2021, le gouvernement essaye de reprendre la main sur le contrôle de la monnaie et ils ont instauré une taxe allant jusqu'à 20% pour les transactions en Bitcoin dans l'optique de mettre en avant leur bolivar numérique. Est-ce que ça empêchera les habitants d'utiliser Bitcoin? La réponse est claire. Putain, j'ai plus de café. Vas-y, je vais me faire un café, je reviens les gars, 2 secondes, bougez pas. Au pire, vous savez ce qu'on fait, je vous passe un pote, il raconte la prochaine histoire et je reviens juste après. 2 secondes. Salut tout le monde, salut Iril, et c'est vrai, Bitcoin a eu de nombreux ancêtres. Tellement d'ancêtres qu'on pourrait pas tous les aborder, mais il y a différentes histoires qui sont non seulement bien plus fondatrices et qui ont fourni de vrais piliers et de vraies bases que Bitcoin utilise encore aujourd'hui, et d'autres histoires plutôt sympathiques qui touchent parfois des protocoles, des fois des outils, pas toujours des monnaies numériques, mais qui sont pourtant une vraie partie intégrante de l'histoire de Bitcoin. Je vais vous parler de 5 histoires qui ont été sélectionnées par Iril et qui sont très clairement les ancêtres de Bitcoin. En 1989, c'est David Chaum qui crée DigiCash. C'est le premier système de paiement basé sur de la cryptographie. Il était centralisé à l'époque, mais c'était quand même un système de paiement qui, lui, se basait sur la cryptographie, et c'était la première fois. DigiCash se basait déjà sur 2 technologies, notamment un système de signature à l'aveugle et un système de clés publiques. Ça n'a pas suffi à faire fonctionner le projet, et 9 ans après sa création, en 1998, le projet meurt. Certains diront qu'il était tout simplement en avance sur son temps et que le projet aurait pu survivre à l'ère d'Internet.
Comme quoi, quand c'est trop tôt pour le marché, c'est trop tôt pour le projet. Dans la même lignée, c'est en 1996 que le projet eGold voit le jour. Un projet qui permettait à des particuliers d'utiliser un système de paiement innovant. Ce système de paiement permettait à n'importe qui d'acheter de l'or physique, de le déposer dans un coffre-fort et ce coffre viendrait alimenter le solde d'un compte. C'est l'une des toutes premières alternatives de paiement à l'utilisation connue du dollar américain. À son apogée, le projet détenait l'équivalent de 2 milliards de dollars de valeur pour le compte de ses clients. Le projet, mené à bien par Gold and Silver Reserve Company, est un projet qui a fermé ses portes en 2009, principalement à cause de hacks, mais également de rumeurs de blanchiment d'argent. Et maintenant, on commence à attaquer une initiative d'un autre envergure, parce qu'on commence à attaquer des initiatives qui ont carrément été citées par le white paper de Bitcoin ou par Satoshi Nakamoto, son créateur lui-même. Je vais vous parler d'Hashcash. Hashcash n'est pas un système de paiement, ce n'est pas une monnaie. Hashcash, c'est un système de proof of work, donc de preuve de travail, qui était utilisé et implémenté avec le but de protéger les spams par mail, mais également les attaques DDoS. Hashcash a été créé en 1997, décidément, quelle année 1997, par Adam Back. Et Satoshi Nakamoto lui-même le cite dans certaines de ses discussions. Pour créer un système de paiement décentralisé, transparent comme Bitcoin et un registre distribué, il faut utiliser une technologie similaire au Proof of Work d'Adam Back. Et on arrive en 1998 avec le projet B-Money. B-Money a été créé par Wei Dai. Et je pense que ces deux mots, son nom et son prénom, vous les connaissez probablement. Déjà parce que Wei, c'est le nom qui a été choisi pour les fragmentations d'un Ether, un peu comme Satoshi a été choisi pour les fragmentations du Bitcoin, mais également parce que Dai a été également choisi pour représenter la crypto-monnaie stable, le Dai proposé par Maker, qui sont tous deux, que ce soit pour la mention Wei ou que ce soit pour le Dai, des hommages rendus au créateur de B-Money. Alors c'était pas tout à fait une crypto-monnaie, l'objectif était de permettre à des trésoriers anonymes de vérifier si les utilisateurs avaient bien les fonds qu'ils voulaient engager dans des transactions. En tout cas, ça se basait sur du proof of work, il y avait bel et bien un registre distribué et des données qui étaient gérées de façon collective et un système de signature et de clés publiques. On commence à se rapprocher de ce que l'on connaît de Bitcoin. À la base, B-Money était censé être implémenté à Hashcash, le fameux projet d'Adam Back. Et parce que les rumeurs aiment les hypothèses, pour beaucoup, parce que B-Money était très proche de certaines bases qui ont été réutilisées sur Bitcoin, Wei Dai pourrait être le fameux Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin en 2009. Encore une énième piste qui reste aujourd'hui sans réponse. Et on en arrive au projet, probablement, et sans aucun doute d'ailleurs, le projet le plus proche de ce que Bitcoin est aujourd'hui, BitGold. BitGold a été créé par Nick Szabo. Et le projet regroupe énormément de similitudes techniques avec ce que Bitcoin est aujourd'hui. Un mécanisme de proof of work, comme l'utilisent les mineurs de Bitcoin, qui vient garantir la sécurité et la décentralisation du réseau. Un processus de validation des transactions qui est très proche de ce que Bitcoin propose aujourd'hui. Le tout dans l'utilisation d'une chaîne de blocs, finalement, une chaîne d'informations qui est maintenue et qui permet la consistance de l'entièreté du réseau. Autant vous dire que je pourrais reprendre certaines de ces phrases pour présenter le géant orange Bitcoin lui-même. Pour certains, ces similitudes font encore une fois de Nick le potentiel créateur de Bitcoin et le fameux Satoshi Nakamoto. Encore une nouvelle théorie que l'on ne pourra pas vérifier. En tout cas, Bitcoin prendra énormément d'inspiration et énormément d'idées sur BitGold avant de penser son white paper et de démarrer son réseau en 2009. Vous l'avez compris, Bitcoin n'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain. Ce sont énormément d'outils, énormément de protocoles, énormément d'essais, énormément d'échecs qui ont permis d'avoir un amas d'idées, un ensemble d'idées qui ont été recompilées, retravaillées et après un travail d'incrémentation empirique au fil des années, a finalement proposé non pas la toute première monnaie numérique ou système utilisant de la cryptographie, mais bel et bien le premier protocole décentralisé basé sur du proof of work qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'on parle de Bitcoin étant le premier, non pas le premier dans la piste des réflexions, mais le premier à fonctionner durablement, grâce en partie à certains de ses échecs et à certaines de ses histoires qui, avec un élan de polymérisation, ont créé le Bitcoin que l'on connaît aujourd'hui. Je vous affiche à l'écran la préhistoire de Bitcoin et vous allez voir qu'il y en a eu énormément des initiatives qui ont donné des idées et qui ont permis finalement d'élaborer Bitcoin comme on le connaît aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas tous les aborder, mais ces quelques histoires clés vous donnent une bonne idée des racines immenses qui ont permis d'aspirer de nombreuses idées pour créer le Bitcoin que l'on connaît aujourd'hui. C'était Asher, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne d'Iril. Je te laisse prendre le relais.
Nous voilà dans les abysses. Tout est noir, tout est sombre, tout est froid. À partir de maintenant, il n'y aura que les faits les plus importants ou les moins connus et les théories les plus deep et les plus enfouies que l'on puisse trouver dans cet écosystème. Attention à ne pas tout prendre pour argent comptant, ce n'est que des suppositions. Bienvenue au tiers 6. Dans le monde obscur de la cybercriminalité, il y a un nom en particulier qui résonne avec un écho très sinistre, aussi effrayant que passionnant. Un groupe de hackers d'élite, connus pour être parmi les cybercriminels les plus efficaces du monde, qui demeurent insaisissables et dont l'existence est enveloppée de mystères et de légendes. Le groupe Lazarus. Les Lazarus sont un groupe géré et financé par le gouvernement nord-coréen, qui ont pour objectif d'effectuer du cyberespionnage et de la cybercriminalité dans le but de ramener des informations et des fonds au régime nord-coréen en place actuellement. Mais, à vrai dire, on sait très peu de choses sur ce groupe, si ce n'est qu'ils ont un très grand intérêt pour les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce qu'ils s'y intéressent autant ? Eh ben, pour deux raisons. Parce que actuellement, un grand nombre de protocoles sont trop peu sécurisés et sont une vraie mine d'or pour des hackers de cette envergure, surtout sur la DeFi. En 2021, un rapport dit qu'ils auraient récupéré plus de 429 millions de dollars grâce au hack. En 2022, 1,7 milliard de dollars. De l'argent qui serait directement utilisé pour financer l'armement nord-coréen. Et la deuxième raison, c'est que forcément, de par leur nature chiffrée et anonyme, les crypto-monnaies sont un très bon moyen d'échanger des fonds discrètement. Le truc, c'est que les mecs sont tellement forts qu'on ne peut même pas dire s'ils sont derrière telle ou telle attaque parce qu'ils ne laissent aucune trace. Ils possèdent des compétences et des stratégies si élaborées, et pas que dans l'univers des cryptos, qu'ils arriveraient à hacker quasiment n'importe quoi, tout en restant invisibles comme des fantômes. Même si la CIA ou des dizaines d'autres autorités du monde entier ont tout fait pour les arrêter, personne n'a jamais réussi ni à trouver un seul membre du groupe, ni même à savoir à quoi ils ressemblent, et même s'ils existent vraiment. Ils restent tapis dans les profondeurs du Darknet, à l'affût de la moindre faille informatique dans laquelle ils peuvent s'engouffrer. Mt. Gox est une plateforme d'échange qui a été créée en 2010 par un entrepreneur et programmeur américain, Jed McCaleb. C'était l'un des tout premiers exchanges de crypto sur lequel vous pouviez acheter que du Bitcoin parce que, 2010 en fait. Et dites-vous que à son prime, Mt. Gox gérait plus de 70% des transactions de Bitcoin dans le monde. La notion de centralisation, tout ça. En 2011, Jed McCaleb vend Mt. Gox à Marc Karpeles, un entrepreneur français installé au Japon. Sous le contrôle de Marc, la plateforme continue de grandir, mais des signes de faiblesse et des problèmes en interne commencent à émerger petit à petit. En 2013, Mt. Gox commence à avoir de plus en plus de mal. Les clients se plaignent de lenteur dans les transactions et des problèmes de sécurité de la plateforme. Des rumeurs commencent à circuler de plus en plus sur des pratiques douteuses et un gros manque de transparence de la part de la direction. Et forcément, ce qui devait arriver, arriva. En 2013, les autorités américaines saisissent des fonds de Mt. Gox et accusent la plateforme de ne pas respecter les régulations financières. Les problèmes s'accumulent, la confiance des utilisateurs s'effrite de plus en plus, et en février 2014, c'est la catastrophe. Mt. Gox suspend toutes les transactions et déclare avoir perdu 850 000 bitcoins, soit plus de 450 millions à l'époque, à cause d'une faille de sécurité. C'est à l'époque le plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies. Des milliers d'utilisateurs se retrouvent avec leurs fonds gelés qu'ils ne reverront sûrement jamais. Il faut vraiment comprendre que, à l'époque, Mt. Gox, c'est aussi puissant que Binance l'est maintenant. Ça a fait l'effet d'une bombe sur le marché, qui a été plongée en bear market, en grande partie à cause de ça, et qui mettra plus de 3 ans à s'en remettre. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, on a une longue procédure judiciaire qui est mise en place pour essayer de rembourser une partie des utilisateurs. Et cette année, il semblerait qu'une partie des bitcoins puisse être redonnée aux utilisateurs et aux créanciers
plus de 9 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont fait hacker leur Bitcoin en 2014, donc qui n'ont pas pu y toucher, et qui vont peut-être les récupérer cette année. Actuellement, notre monde compte plus de 162 monnaies officielles. Le dollar, l'euro, le yuan, le yen, le livre sterling, etc. La monnaie la plus liquide et la plus répandue, c'est évidemment le dollar. Le dollar est un petit peu à la monnaie ce que l'anglais est à la langue, une langue universelle. La théorie de la One World Currency, c'est l'idée selon laquelle il pourrait exister un jour une seule monnaie unique utilisée par l'ensemble de la population mondiale. Cette monnaie serait gérée par une institution financière internationale avec un gouvernement mondial et une banque centrale mondiale pour gérer son émission, ses taux d'intérêt mondiaux, etc. La théorie de la One World Currency voudrait que cette monnaie serait une solution aux problèmes économiques mondiaux, comme la volatilité des taux de change ou les coûts liés aux transactions entre les frontières. C'est finalement l'archétype parfait de la monnaie centralisée et dystopique. Est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Quand on se penche sur la question, il y aura des avantages à ça, comme la suppression des frais de change, la fin de la spéculation sur les monnaies, une accessibilité à tous les services et à tous les biens, mais bien sûr, c'est jamais sans contrepartie. Chaque pays est complètement différent, et une seule banque ne pourrait clairement pas répondre aux besoins économiques particuliers de chacun d'entre eux. Les pays perdraient leur souveraineté économique, et au lieu de vouloir diminuer les inégalités, on ne ferait que de les accroître. Pour ceux qui y ont joué, dans le jeu Cyberpunk 2077, la monnaie utilisée est d'ailleurs l'euro-dollar, qui laisse penser à une fusion entre les deux monnaies et potentiellement une One World Currency. Par contre, est-ce que la solution parfaite à une One World Currency saine ne se situerait pas sur la blockchain ? Pas sûr, mais peut-être. Est-ce que vous connaissez les îles Marshall ? J'en doute, puisque c'est un petit archipel du Pacifique très difficile d'accès, qui comporte au total environ 60 000 personnes. Les îles Marshall, comme beaucoup d'archipels, dépendent énormément des aides financières extérieures et du dollar américain qui est leur monnaie légale. Mais depuis des années, le combo réchauffement climatique plus ralentissement de leur économie ont poussé les îles Marshall à devoir trouver des nouvelles solutions pour leur avenir. Et en 2018, ils ont pris une décision radicale. Ils vont créer et adopter leur propre crypto-monnaie, le Marshallese Sovereign, ou SOV, basé sur la blockchain Algorand, qui sera leur monnaie légale, aux côtés du dollar américain. L'objectif de cette décision est de diminuer la dépendance du pays vis-à-vis des aides financières étrangères et d'attirer des nouveaux investissements. Le but de cette crypto, le SOV, est d'être à la fois une monnaie numérique et une monnaie fiduciaire, dont la politique monétaire sera transparente et prévisible, et basée sur des algorithmes informatiques. Les îles Marshall auront leur propre politique monétaire à gérer et seront beaucoup moins dépendantes de la Banque centrale américaine. Le projet est retardé pour des raisons de conformité à la législation, mais il semble avancer dans la bonne direction quand même. Et les îles Marshall ne s'arrêtent pas là, puisque en 2022, ils sont devenus le tout premier pays à reconnaître les DAO comme une entité juridique claire, et elles sont donc des structures totalement légales si elles sont basées aux îles Marshall. C'est beau. Et si je vous disais que Bitcoin n'était rien de plus qu'une simple expérience sociale menée par le gouvernement américain ? Vous allez me dire que je suis un complotiste, que je raconte n'importe quoi, et que le Bitcoin est la monnaie du peuple et pas l'inverse. Et c'est normal, je dirais la même chose. Sauf que ça, c'est ce qu'on aimerait tous entendre parce que l'histoire est belle, ça nous donne de l'espoir. Mais l'histoire pourrait ne pas être si belle que ça. En 1997, un organisme américain très connu, la NSA, ou National Security Agency, publie un document assez troublant. Une description très détaillée et argumentée du fonctionnement d'une potentielle monnaie numérique. Le nom de ce document, How to Make a Mint, The Cryptography of Anonymous Electronic Cash. Le plus troublant dans ce document, c'est la fin. La NSA, et ceux qui ont rédigé cet étrange papier avant-gardiste, ont un avis très tranché sur la notion d'anonymat. Pour eux, l'anonymat est tout simplement non négociable. Un système
de cash électronique ne doit pas être anonyme. Avoir un cash en ligne anonyme représente un trop gros risque à cause du manque de traçabilité. Maintenant, 4 ans plus tard, en 2001, la NSA publie et fait breveter l'algorithme de chiffrement SHA-2. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. L'algorithme de hachage qui est utilisé pour le protocole de Bitcoin et qui est littéralement ce qui sécurise l'entièreté de la proof of work et la génération de nouvelles adresses sur Bitcoin est une version améliorée de cet algorithme, le SHA-256. L'algorithme qui permet le fonctionnement du Nakamoto Consensus, le protocole derrière Bitcoin, a été créé et breveté par la NSA. La théorie va plus loin. Une rumeur circule selon laquelle la NSA aurait potentiellement installé dans l'algorithme de Bitcoin ce qu'on appelle une backdoor. Une backdoor, c'est une porte dérobée cachée qui permettrait de pouvoir craquer Bitcoin à tout moment. Alors, je suis moins partisan de cette partie, je suis d'ailleurs pas partisan de cette théorie. Déjà parce que la NSA n'est pas le seul corps de chercheurs en cryptographie, et parce que la théorie a pris tellement d'ampleur que c'est quasiment impossible que personne n'ait trouvé la backdoor. Mais si jamais je me trompe, et qu'il existe bel et bien une backdoor sur Bitcoin, on pourrait un jour assister à ce qu'on appelle une attaque zero day sur Bitcoin. Une attaque zero day, c'est comme si vous aviez une porte ouverte dans votre cave, mais que vous ne le saviez pas. Du coup, des cambrioleurs qui connaissent cette porte pourraient en profiter, passer par cette porte pour rentrer chez vous, vous voler vos affaires, repartir, et refaire ça des dizaines de fois jusqu'à ce que vous découvriez la porte. En gros, une attaque zero day, c'est une attaque que personne ne pouvait prévoir, puisque personne n'était au courant de la vulnérabilité. On peut encore pousser cette théorie plus loin. Et si Satoshi Nakamoto n'était qu'un personnage inventé, construit entièrement par la NSA, pour créer cette grande expérience sociale mondiale. Une expérience pour voir comment se comporte un groupe persuadé d'avoir le contrôle sur ses finances. En japonais, Satoshi est un nom qui veut dire intelligence, et Nakamoto signifie centrale, au centre de. Autrement dit, une intelligence centrale. Est-ce que ça vous rappelle pas un petit truc? La Central Intelligence Agency, la CIA. Bon, on est d'accord, c'est assez capillotracté, par contre le lien avec la NSA est quand même assez troublant selon moi. La NSA a déjà un gros passif. En 2007, avec l'aide du président George Bush, ils avaient créé le programme US 984XN, qui est un programme de récolte d'informations et de surveillance de personnes blacklistées. En gros, vous êtes sur la liste de la NSA, ils vont tout faire pour récolter vos informations. La surveillance d'une personne n'a pas besoin d'être votée ou décidée par un juge, puisque la NSA est libre de choisir les personnes qui méritent une surveillance rapprochée. La théorie irait jusqu'à dire que tous les événements du marché crypto seraient calculés dans le but de faire imploser l'économie mondiale. Mais du coup, quel est l'intérêt d'aller jusque-là? Pourquoi? Eh ben, il est pourtant assez évident. Si tout implose à cause des cryptos, il sera facile de convaincre toute une population qu'elle ne représente rien d'autre qu'une menace. La régulation ne devient donc plus une contrainte, mais un remède. Le vrai danger, il est là. Si cette théorie, qui est franchement ouf, je vous l'accorde, est vraie, c'est un boulevard pour les gouvernements et leurs monnaies de banque centrale, qui seront vus et applaudis comme les sauveurs de notre espèce. Mais, je vous le rappelle, ce n'est simplement qu'une théorie, et il y a très peu de chances qu'elle soit vraie. Perso, j'y crois pas une seule seconde, mais elle est quand même très très intéressante et assez perturbante. 2140 est censé être l'année où le tout dernier Bitcoin devrait être miné. Et forcément, cette année est la source de beaucoup de questionnements, de théories et d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le problème, c'est qu'il est littéralement impossible de répondre à ça, tellement il y a de variantes à prendre en compte. Autant pour Bitcoin que pour notre monde. Est-ce qu'on sera plongé dans un monde hyper dystopique, avec un énorme affrontement entre les défenseurs de la République et de la démocratie contre les anarchistes? Est-ce que la crypto-monnaie sera toujours vivante? Ou peut-être qu'une One World Currency contrôlée par une corpo aura pris le pouvoir sur le monde? Est-ce que Bitcoin aura toujours suffisamment de partisans et de nœuds pour faire tourner le protocole? Est-ce qu'on aura des outils de surveillance des grands pouvoirs qui seront trop poussés pour les contourner? Est-ce qu'on aura colonisé Mars? C'est terriblement passionnant de se projeter et de spéculer sur à quoi le monde ressemblera dans 120 ans. C'est passionnant et c'est aussi terrifiant.
Les scénarios qu'on imagine sont assez pessimistes. Mais on peut aussi imaginer le scénario inverse. Et si Bitcoin avait réussi à faire taire l'emprise démesurée des États et des gouvernements sur les libertés individuelles? Que même les métiers les plus reculés acceptent Bitcoin, ou une autre crypto qui aura tout changé, qui sait? Je pourrais peut-être aller chez un agriculteur pour avoir du fromage et me faire payer en crypto? Me faire couper les cheveux à domicile et payer en crypto? Faire tout ce que je veux et payer en crypto? Que tous les pays qui n'étaient pas bancarisés aient réussi à redynamiser leur région grâce aux cryptos. Que les inégalités soient moins disproportionnées. Une chose est sûre, c'est que les choses auront évolué de manière très polarisée, dans un sens ou dans l'autre. Mais 2140 ne sera pas obligatoirement l'année du Bitcoin. Une autre crypto-monnaie pourrait très bien venir mélanger le jeu, changer les règles, et tout pourrait devenir différent. Et le Bitcoin pourrait peut-être être vu comme on voit Hashcash de Adam Back actuellement. Une sorte d'ancêtre qui a ouvert la porte vers un monde plus libertarien. L'année 2140 suscite énormément de mystères pour la communauté Bitcoin, même si il y a très peu de chances, voire aucune, qu'on soit encore là pour la voir. Bitcoin est non fongible. On commence à le savoir, Bitcoin a une propriété excellente de conservation de valeur. Sa rareté exceptionnelle et programmée le détache de tous les autres actifs. Pas seulement des autres cryptos, mais aussi des autres actifs de la finance traditionnelle. Bitcoin est la preuve que le trilemme n'est pas qu'un problème. En laissant par nature et par choix la scalabilité de côté, Bitcoin a créé le réseau le plus décentralisé et sécurisé qui existe à l'heure actuelle. En fait, le plus résistant à la censure, résilient, accessible et autonome. Pourtant, il y a un sujet que peu de personnes abordent et qui pourrait représenter une menace pour la suite. La fongibilité de Bitcoin. Souvent, pour expliquer la fongibilité, quand on explique par exemple ce que c'est un NFT, on prend l'exemple du billet de 10 €. Puisque l'euro est fongible, si je prends un billet de 10 € qu'il y a dans votre portefeuille et que je le remplace par un autre billet de 10 €, à condition que les deux soient vrais évidemment, vous le verrez même pas parce qu'ils ont la même valeur. Ils sont fongibles, ils valent 10 €. Ici, ce qui a de l'importance, c'est le billet et la valeur qu'il représente. 1 € est égal à 1 €. Par contre, un billet de 10 n'est pas égal à un billet de 20, on est d'accord. Ce qui est fongible ou non fongible quand on parle d'une monnaie, c'est le support avec lequel on dépense cette monnaie. Bitcoin est aussi fongible. Un Bitcoin a la même valeur qu'un autre Bitcoin. Eh ben, si je vous disais qu'en fait, non. Bitcoin n'est pas fongible. La valeur de Bitcoin vient de l'énergie qui a été dépensée pour miner le bloc qui a permis de le créer. Mais aussi du fait qu'il est ancré sur la blockchain, ce qui lui donne ce caractère transparent et immuable qui lui apporte de la valeur. On ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. L'histoire s'écrit et se cristallise à chaque bloc. Réussir à modifier l'historique de la blockchain seul et se faire accepter cette version par la majorité du réseau est en théorie impossible. Et en partant de ce constat, des entreprises comme Chain Analysis ou leur partenaire la Blockchain Alliance travaillent sur des outils de traçage très avancés. Des programmes qui attribuent des sortes de contextes humains et environnementaux au Bitcoin. Certains Bitcoins ne seront pas acceptés par ces entreprises et institutions s'ils n'ont pas un profil idéal. Un profil de Bitcoin idéal, c'est un Bitcoin ou des Satoshi qui n'ont pas été utilisés pour financer des choses illégales, des trafics ou autres. Bah ouais, parce que vu qu'on peut tout retracer, ces sociétés d'analyse tracent les bitcoins et font une sorte de glossaire en disant celui-là il est bien, celui-là non parce qu'il a servi à ça, celui-là non plus, etc. Et des entreprises comme Circle, Coinbase, Blockstream, Bitfinex et certainement d'autres ne se privent clairement pas d'appliquer ces restrictions. On ne sait pas vraiment en détail quelles informations ils retiennent ni comment ils le font. Est-ce qu'ils arrivent et qu'ils disent par exemple on ne veut pas de bitcoins qui ont financé le terrorisme? Je ne sais pas. Ça, c'est beaucoup trop opaque pour le savoir. En tout cas, une chose est sûre, Bitcoin, ou le support qui permet de le dépenser, est, en soi, non fongible. Et si un jour vos bitcoins finissent par ne plus être acceptés dans certaines places de marché, eh ben, il va falloir aller les échanger ailleurs, sur des réseaux pair à pair par exemple. On peut se poser des questions ouvertes pour conserver la fongibilité de Bitcoin. Est-ce que ajouter de l'anonymat au protocole Bitcoin serait une solution?
Est-ce que cet anonymat ne rendrait pas les actions des gouvernements beaucoup plus punitives pour l'écosystème? Est-ce qu'un bitcoin anonyme est plus valorisable qu'un bitcoin pseudonyme? Est-ce qu'un réseau confidentiel est plus périn et résilient à long terme qu'un réseau pseudonyme? Ça fait beaucoup de questions. Pour cette histoire exceptionnellement, je vais vous passer un collègue qui va sûrement la raconter beaucoup mieux que moi. On se retrouve juste après. Laissez-moi vous conter l'histoire incroyable de Roya Mahboub. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, donc on va dire Mahboub. Voilà. Elle est née en 1987 dans une petite ville en Afghanistan qui s'appelle Herat et qui est pas loin de l'Iran. Roya, elle est issue d'une famille de 8 enfants. Elle n'a pas ce qu'on appelle une enfance ultra agréable. Son père, il est prof à l'université et il aimerait enseigner de manière normale, mais en fait, à cette époque-là, l'Afghanistan est sous domination soviétique, donc extrêmement politisé, et donc il ne peut pas faire ce qu'il veut, il n'a pas les mains libres. La famille de Roya, elle va donc fuir en Iran quelques mois après sa naissance, et après avoir passé quelques années là-bas, ils vont décider de retourner en Afghanistan pour essayer de reconstruire une vie à peu près normale. Mauvais choix stratégique parce que le moment où ils reviennent en fait en Afghanistan, c'est le moment où les talibans arrivent au pouvoir. Et comme vous le savez, les talibans, ils imposent des restrictions absolument inhumaines aux femmes et aux filles. Donc pas dingue pour Roya à ce moment-là. Interdiction de sortir seule, interdiction d'aller à l'école, c'est un enfer pour quiconque est une femme ou une fille dans le pays, comme c'est redevenu malheureusement le cas aujourd'hui. Mais dans les années 2000, vous le savez, il y a une période entre mille guillemets d'accalmie, puisque les États-Unis font une intervention militaire en Afghanistan, et du coup, il y a une levée des restrictions pour les femmes et les filles, et donc, il y a un retour à une vie à peu près normale. Et les Américains, dans leur bagage, en plus d'emmener des tanks, ils emmènent aussi un gros machin carré qui avait pas forcément été extrêmement développé ni dans le monde et encore moins en Afghanistan à cette époque-là. Ce gros machin carré, c'est ni plus ni moins un ordinateur. Petit problème à cette époque-là, l'ordinateur, tu peux pas l'acheter au supermarché. Il est essentiellement disponible dans des cybercafés. Et le problème, c'est que les femmes n'ont pas l'accès au cybercafé. Mais ça va pas se passer comme ça, pas avec Roya, vous la connaissez pas. Elle va harceler tous les jours, jour après jour, le propriétaire d'un cybercafé. Donc forcément, toi, tu es là, gérant du cybercafé en Afghanistan. Je vais l'appeler Hassan. Hassan, il est là. À un moment donné, il y a une gosse de 15 ans qui vient tous les jours, qui le harcèle, il en peut plus. Il fait comme tout le monde, il finit par craquer. Allez, vas-y. Prends le clavier, prends la souris, éclate-toi, mais arrête, juste arrête. Sauf que ce petit moment anodin, le moment où Roya va mettre pour la première fois ses mains sur un clavier et sur une souris, ça va changer sa vie et ça va changer la vie de centaines de femmes. Roya va vraiment avoir un coup de foudre pour l'informatique, elle va se prendre de passion pour ce domaine. Roya va donc passer des centaines d'heures à étudier l'informatique, plus spécifiquement le développement, la création de logiciels. Elle va penser plus qu'à ça en fait, c'est sa nouvelle vie. Roya, il n'y a plus moyen qu'elle lâche l'ordinateur, t'as compris? Quelques mois plus tard, à 23 ans, Roya, c'est la seule de la ville à conduire une voiture malgré les menaces. Et accessoirement, elle est diplômée depuis 3 ans dans une université d'informatique. Tu sens la meuf qui gravit un petit peu les échelons dans sa vie. Tranquille. Bon, c'est pas fini, hein. T'as compris qu'elle est entrepreneur dans l'âme et donc elle va créer sa boîte. C'est une boîte de logiciels. Ça s'appelle Afghan Citadel Incorporation. Évidemment, dans son entreprise de développement informatique, Roya, elle emploie essentiellement des femmes. Je refais donc rapidement le tableau. On est en Afghanistan, dans un pays où la place des femmes est clairement très compliquée. Et elle a créé une boîte de développement informatique dans laquelle elle emploie essentiellement des femmes. Bel exploit. Déjà, juste là, elle peut s'arrêter là. Déjà, on est en mode Roya. Je peux t'appeler Roya. Je peux t'appeler Roro. Déjà, ça mérite une conférence TEDx. À ce stade-là, tu vas pouvoir raconter des trucs cool. C'est bon, tu peux t'arrêter là. T'as bien bossé. Évidemment, elle va devenir de plus en plus réputée en Afghanistan et ça va pas plaire à tout le monde, notamment à certains hommes qui ont une autre vision de la place de la femme dans cette société-là. Et donc, malgré les menaces, malgré les critiques, elle continue son petit bonhomme de chemin. En 2012, notre Roya, elle rencontre un homme, il s'appelle Francesco Rulli. Ce gars-là, il a créé une plateforme vidéo qui s'appelle Film Annex et qui permet à des créateurs de vidéos de publier leur contenu et de le monétiser grâce à de la pub. Ça me dit quelque chose. Ensemble, ils vont aller plus loin, ils vont créer des centres de formation pour permettre d'accéder aux outils informatiques. Et c'est des centres de formation qui sont essentiellement réservés aux femmes. Il y en a une dizaine et il y en a même à Kaboul, dans la capitale. Cette formation va permettre à des femmes de créer des vidéos pour raconter leur quotidien en tant que femmes en Afghanistan. Donc à ce moment-là, les femmes afghanes, elles ont enfin trouvé un vecteur de communication suffisamment puissant
pour s'exprimer, pour avoir un espace où elles vont pouvoir dire ce qu'elles ont à dire. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Là, ça devient anecdotique parce qu'on commence à comprendre à quel point la meuf est calée. Elle fait sa petite entrée dans le top 100 des femmes les plus influentes du monde. Mais forcément, si vous avez bien suivi, Roya, elle emploie beaucoup de femmes. Et ces femmes, ben, faut les payer, normalement. On est d'accord. Pour payer quelqu'un, en général, on lui fait un virement à la fin du mois pour lui verser son salaire. Sauf que les femmes en Afghanistan, elles n'ont pas le droit d'avoir de compte en banque. Ouais, c'est un truc de plus. Globalement, elles ont le droit de faire quoi? Donc là, elle est vraiment face à un problème. Elle veut développer une économie, elle veut donner de la confiance et de la force à des femmes, elle veut leur rendre leur autonomie, mais elles ne peuvent pas avoir d'autonomie financière, elles ne peuvent pas avoir de compte en banque. Alors elle essaye plein de systèmes, plein de combines, mais il n'y a rien qui marche, à part un truc. Un petit rond orange avec un B dessus, là, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Un truc où il n'y aurait pas besoin de banque, de compte en banque, d'autorisation. Un truc qui te permet quelque part de te bancariser sans demander à personne l'autorisation. Un petit rond orange avec un B dessus, là. Ça m'échappe. Roya comprend tout de suite le potentiel de Bitcoin. Elle va donc former ses collaborateurs à Bitcoin. Et elle va même jusqu'à convertir l'intégralité de la trésorerie de sa société, donc c'est un risque énorme, en Bitcoin. Voilà. Quand elle fait un truc, elle y va à fond. Hein. À un moment donné, il n'y a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Elle en est persuadée, Bitcoin, c'est la solution. Et quand on vient de là d'où Roya, elle vient, il y a beaucoup moins de préjugés. Hein. Même si tu es dans les années 2010, au début des années 2010, tout de suite, tu comprends le potentiel, tu comprends le fondamental de Bitcoin et tu y vas à fond. On est quand même sur une femme qui vit dans un pays dans lequel les femmes n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Elle a formé des femmes au développement informatique dans ce pays-là. Elle les a encouragées à créer des vidéos et à les publier sur Internet pour s'exprimer. Et ces vidéos sont monétisées. Elle gagne donc de l'argent et cet argent, c'est du Bitcoin. Vous avez toute la chaîne de dinguerie là? Tout ça, c'est en 2012. Je le redis, on est en 2012. J'ai commencé YouTube en 2012. Elle avait déjà fini le jeu. Il y a des gens qui sont un peu trop en avance sur leur temps. Un peu trop. Ça fait juste flipper en fait. Je pense que Roya en 1998, elle a envoyé un mail à Steve Jobs en disant « Je serai toi, je ferai un iPhone. » Après, tu fais comme tu veux. Tu fais comme Steve. Moi, j'y connais rien. Hein. J'habite en Iran. Moi, je ferai un truc tactile. Voilà. Tu prends pas. Vous l'avez compris, Roya, elle est excessivement en avance sur son temps. Et malgré les menaces, malgré les critiques, elle a tenu jusque-là. Mais là, c'en est trop. Elle va décider de partir s'installer à New York. Actuellement, elle a créé une organisation qui s'appelle la Digital Citizen Fund et qui focus sur l'éducation des jeunes filles. C'est le combat de sa vie, globalement. Elle a créé un centre informatique dans la ville de Herat, la ville d'où elle vient, puis 13 autres dans tout le pays qui ont permis de former plus de 60 000 femmes. Et parmi toutes ces femmes, il y en a 6 000 qui ont obtenu leur diplôme et qui peuvent maintenant bosser pour des boîtes ou créer la leur. Dans un pays où, je le rappelle, elles n'avaient même pas le droit d'aller à l'école à la base. Pas mal. Le tiers 6 était censé être le dernier tiers. C'est les abysses, les endroits les plus sombres de l'iceberg. Mais il reste un tout dernier tiers. Le tiers qui est visible uniquement si l'on creuse encore le sol au fin fond des abysses. Le tiers 7. Il faut faire attention avec les histoires que l'on va traiter dans ce tiers. Ce n'est en aucun cas du complotisme ou une représentation de Bitcoin ou de ses valeurs. Ce sont des histoires qui existent et qui ont un lien plus ou moins proche avec les crypto-monnaies. C'est tout. C'est le tout dernier tiers de cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura autant plu que ça m'a plu de le faire. Profitez bien. L'assassination market, ou marché de l'assassinat, est une idée qui vient du libertarien et cypherpunk Jim Bell. En 1992, il écrira une suite de 10 textes qu'il appellera Assassination Politics. L'idée de l'Assassination Market, c'est de créer des sites web qui permettent aux utilisateurs de parier sur la date de décès de personnalités publiques ou de dirigeants politiques. Ces sites sont généralement basés sur la technologie de la blockchain et utilisent des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Monero comme moyen de paiement. C'est extrêmement dystopique et extrêmement dérangeant. Mais la théorie de Jim Bell, c'est de dire « Imaginez comment l'histoire aurait pu changer si on avait pu arrêter Lénine, Staline, Hitler, Mussolini, etc. » D'après Jim, monter une sorte de marché décentralisé de l'assassinat
un peu comme les Wanted, Dead or Alive à l'époque du Far West, ne pourrait être que bénéfique. Par contre, il ne faut évidemment cibler que des personnes dont la disparition libérerait des populations opprimées ou serait bénéfique pour la liberté ou la condition de l'humanité. Le principe, c'est de parier à l'avance sur la date de décès d'une personne. Je parie un bitcoin que cette personne décédera tel jour. Ça va donc créer une sorte de pool avec les liquidités des paris. Sauf que plus des gens parient sur une date, plus la récompense, si l'on gagne, devient forte. Plus ça crée une pression et ça pourrait motiver certaines personnes impliquées dans les paris à passer à l'action. Ce sont évidemment des concepts totalement illégaux et condamnables qui n'ont pas leur place dans une société. Pour ça, il faudrait bloquer un collatéral sur la plateforme avec de la monnaie numérique. C'est là que les talents de Jim s'arrêtent, mais c'est aussi là que ceux du crypto-anarchiste Kuwabatake Sanjuro commencent. Sanjuro implémentera le site via Tor sur le Darknet vers septembre 2013. Et voilà quelques cibles sur lesquelles on pouvait parier. Kate Alexander, le directeur de la NSA pour 10 bitcoins, Barack Obama pour 40 bitcoins, Ben Bernanke, le directeur de la Fed à l'époque, pour 124 bitcoins, ce qui représentait quand même 75 000 $. Ces marchés étaient apparemment assez populaires dans les années 2013. Je n'ai pas retrouvé beaucoup d'informations sur ça actuellement, en 2023, parce que c'est sûrement très enfoui dans les profondeurs du Darknet, ou que ça a peut-être disparu. En tout cas, c'est extrêmement dérangeant de savoir qu'ils existent, même si on pourra toujours débattre de l'utilité ou non de ce type de procédure. Le tout premier bloc de Bitcoin qui a été miné par Satoshi Nakamoto lui-même s'appelle le Genesis Block. Il y a 14 ans, le 3 janvier 2009, à 7h15 et 5 secondes du matin, heure française, Satoshi mine le tout premier bloc du réseau Bitcoin. La boule de neige va pouvoir commencer à détaler la montagne. Mais, fait assez étrange, les 50 premiers bitcoins n'apparaissent pas dans le registre des transactions. Ils ne seront jamais dépensables. La première transaction n'est pas considérée comme étant une vraie transaction. Est-ce que c'est intentionnel ? Personne ne le sait. Mais un autre mystère plane autour du Genesis Block. Le message caché qui se trouve à l'intérieur. Vous savez que dans les blocs de Bitcoin et dans n'importe quel autre registre distribué, on ne transfère pas toujours de la valeur. Une transaction, ce n'est pas forcément un échange d'argent, mais un échange de données. On peut y planquer toutes sortes de choses. Des images, des musiques, des messages cachés, tout ce que votre esprit renferme peut théoriquement être cristallisé sur la blockchain. Dans les blocs, il y a même un petit espace libre qui a été laissé pour laisser exprimer sa créativité. Et justement, le bloc Genesis contient un de ces messages chiffrés laissés par Satoshi lui-même. Le chancelier au bord d'une deuxième aide financière pour les banques. Le chancelier, c'est en gros le ministre des Finances au Royaume-Uni. C'est un message qui rappelle dans quel état de fragilité était le système financier mondial en 2009, et dans lequel il se trouve toujours, voire pire aujourd'hui. On comprend que le risque d'une faillite généralisée n'a pas disparu, et que Bitcoin a justement été créé pour offrir un échappatoire à qui est suffisamment courageux pour le voir. Le message à l'intérieur du Genesis Block est comme affiché dans le musée intemporel et public qu'est la blockchain Bitcoin. Ce clin d'œil de Satoshi immobilise dans le temps la première valeur qu'il a voulu transmettre au monde, l'espoir. On a dit juste avant que le protocole de Bitcoin avait été implémenté pendant l'année 2008 et que le Genesis Block avait été miné le 3 janvier 2009. Sauf que la première transaction de Bitcoin n'a pas eu lieu tout de suite, mais plusieurs mois plus tard. Il y a un incroyable court-métrage caché sur internet de 2 minutes sur le sujet de la première transaction de Bitcoin. L'ambiance est mystique, voire dystopique. La représentation de Satoshi le place comme une sorte de dieu dans un environnement désert, mais à la technologie extrêmement avancée. La blockchain est représentée par une énorme structure cubique dans laquelle Satoshi va introduire le fameux bloc 170. Toutes les étapes sont abordées et représentées différemment. Le mining dans un premier temps, puis la décentralisation par la vérification d'une tête à plusieurs visages.
Et le bloc arrive à la fin dans une sorte de grande armoire à compartiments où les blocs viennent s'ajouter de gauche à droite. Même si de gauche à droite n'est pas forcément l'ordre logique pour tous, le message reste parfaitement compréhensible. La première transaction a précisément eu lieu dans le bloc numéro 170, le 12 janvier 2009. Satoshi envoya ce jour-là 10 bitcoins à Alphine. Même si cette transaction est presque insignifiante pour les baleines d'aujourd'hui, elle est tout un symbole pour notre communauté. C'était la preuve que Bitcoin fonctionne, qu'échanger de la valeur numérique sans tiers de confiance était possible. La toute première marche qui teste si l'escalier va s'écrouler ou s'il va grandir, grandir et encore grandir. Tout commence avec un message sur Reddit, il y a 5 ans, d'un certain Pine. Bonjour, je me souviens avoir regardé le Bitcoin il y a quelques années. Lorsqu'il a dépassé les 2 chiffres pour la première fois, j'ai pensé que c'était un moment triomphal pour lui. Puis, j'ai regardé et admiré le prix grimper à 15$, 20$, 30$. Waouh! Aujourd'hui, je vois 17 539$ par Bitcoin. Je ne crois toujours pas que c'est la réalité. Le Bitcoin a changé ma vie. Et j'ai bien plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser. Mes objectifs et motivations dans la vie n'ont rien à voir avec le fait d'avoir des millions ou d'être ultra riche. Alors, je vais faire autre chose. Je donne la majorité de mes bitcoins à des œuvres caritatives. Je l'appelle le Pineapple Fund. La santé, la connaissance, la confidentialité, la famine, l'accès à l'eau potable, le revenu universel, le traitement pour les maladies mentales. En 2018, les 5104 bitcoins du Pineapple Fund étaient vides et tout le monde pouvait voir sur la blockchain les transactions de ce mystérieux Pine depuis son wallet vers les différentes organisations. Quand on lui a demandé pourquoi il avait appelé ça le Pineapple Fund, il a répondu que c'est parce qu'il adorait l'ananas. Mais lorsque t'en manges trop, ta langue et ta bouche deviennent trop sensibles. Il faut savoir que dans les blocs Bitcoin, il y a toujours un tout petit espace qui est laissé pour que les mineurs puissent exprimer leur créativité. Des messages cachés dans la blockchain de Bitcoin, il y en a des milliers, littéralement. Des mariages, des dates de naissance, des dates de décès, des menaces, des localisations géographiques. Mais dans ce gros amas d'easter eggs, il y a quelques messages qui sortent vraiment du lot, comme celui du bloc 666 666. Le nombre 666 est censé être la représentation du diable et de l'enfer. Dans ce bloc a été placé un verset de la Bible. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La transaction envoyait à peu près 160$ de Bitcoin sur 2 adresses différentes. L'une commençait par le mot God, Dieu, et l'autre par le mot Bible. 50€ de frais juste pour la vanne, ça mérite au moins de passer dans cette vidéo. À la base, la Silk Road, c'est un réseau de routes commerciales qui relie l'Asie de l'Ouest à l'Afrique et à l'Europe. Vous la connaissez peut-être sous le nom de la route de la soie. Mais la Silk Road, c'est aussi autre chose. Il y a quelque temps, la Silk Road, c'était aussi un site de commerce en ligne sur le Darknet, où vous pouviez acheter toutes sortes de trucs illégaux, pas besoin de vous faire un dessin. L'histoire de la Silk Road est l'une des histoires criminelles les plus connues de ces dernières années. Le site a été créé par Russ Ulbricht, un Américain qui est parti de 2 constats très pragmatiques selon lui. On peut l'interdire, le réguler, le censurer autant qu'on veut, les gens qui le veulent trouveront quand même de la drogue. Le deuxième constat, c'est que pour lui, l'une des choses les plus dangereuses dans le monde, c'est la façon de se procurer de la drogue. Et laisser ce marché dans l'état actuel est hyper dangereux pour les consommateurs. Ils sont obligés d'aller échanger du cash en main propre avec des gens dangereux, dans des endroits dangereux. Et pour Ulrich, cette situation crée une prise de pouvoir des vendeurs, qui sont généralement des personnes dangereuses et qui ont le contrôle sur les pulsions incontrôlées des consommateurs. Pour lui, une plateforme où les consommateurs échangeraient des biens et des services en utilisant une monnaie numérique et pseudonyme serait un grand service rendu à la société et diminuerait la prise de risque de beaucoup de personnes. Je répète que ce sont les paroles d'Ulrich, attention. Et c'est derrière cette idée qu'il a créé la Silk Road. Russ Ulbricht a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité en 2013. Avant son arrestation, la plateforme avait accumulé presque 1,2 milliard de ventes. Mais l'histoire la plus incroyable de la Silk Road, c'est l'énorme scam que Russ a subi.
Un petit peu de contexte. Russ, sur son site, la Silk Road, est connu sous le pseudo de Dread Pirate Roberts, DPR. En mars 2013, 6 mois avant son arrestation, un utilisateur qui se fait appeler Friendly Chemist le contacte. Il lui annonce être très endetté et il aurait conclu un marché de 700 000 $ de LSD avec un gang de motards de son pays. Le processus était censé être simple. Il prend le LSD sans rien payer et il doit donc maintenant 700 000 aux motards. Il conclut un accord avec un vendeur réputé sur la Silk Road, Lucidrop 3. Lucidrop s'occupe de distribuer le produit et les deux partagent le gâteau. Et ensuite, avec l'argent récolté, il rembourse les motards. Sauf que le problème, c'est que ce Lucidrop, ce fameux vendeur réputé, il a pris le LSD et il a accepté de le vendre. Par contre, juste après l'avoir reçu, il a totalement disparu de la Silk Road, laissant notre ami Friendly Chemist avec une jolie dette de 700 000 $ à rendre à des gens qui sont un poil dangereux. Il va donc contacter Russ en dernier espoir et lui dire que lui et sa famille sont poursuivis par ce gang qui veut récupérer son argent avant de le menacer. Si Russ ne lui donne pas 500 000 $ pour rembourser sa dette, il promet de diffuser les noms et les adresses de milliers de clients et de vendeurs de la Silk Road. Après quelques messages interposés, un nouveau joueur rentre dans la partie, Red and White. Il contacte Russ en lui disant que c'est lui le fournisseur de Friendly Chemist et qu'ils le tiennent pour entièrement responsable. C'est donc l'un des membres de ce groupe de motards. Les deux s'entendent bien et Red and White devient intéressé pour devenir vendeur sur la Silk Road, mais Russ, lui, a des intérêts qui sont différents. Voilà le message qu'il lui envoie le 27 mars 2013. Friendly Chemist est un poids et ça ne me dérangerait pas qu'il soit exécuté. Il va ensuite donner le nom, l'adresse, l'âge et la situation familiale de Friendly Chemist. 2 jours plus tard, ce fameux Friendly Chemist va poser un ultimatum à Russ Ulbricht. Tu ne me laisses pas le choix, je veux mes 500 000 dans les 72 heures, sinon je publie les infos que j'ai. Les échanges entre Russ et Red and White se poursuivent et finalement, Russ finit par mettre la tête de Friendly Chemist à prix. Red and White lui propose 2 prix. 300 000 $ pour un travail propre ou 150 000 $ pour un travail normal. Russ va payer 150 000 $ ou plutôt 1670 bitcoins pour le meurtre de Friendly Chemist. Il demande seulement une photo du corps avec des chiffres aléatoires qu'il aura envoyé à Red and White pour vérifier le décès. Et le 4 avril, Red and White vient confirmer le décès. Votre problème a été pris en charge. Reposez-vous tranquillement, parce qu'il ne vous fera plus jamais de chantage. Et là, tout dérape. Bon, ça avait déjà dérapé avant, j'avoue. Russ commence à prendre goût à avoir son petit, comment on peut appeler ça, son ouvrier, qui lui fait le ménage quand il le veut. Il va donc recontacter Red and White, mais cette fois pour lui demander d'éliminer un certain Tony76. Tony76 est un scammer de la Silk Road. Et l'échange va prendre une tournure un petit peu différente. Russ demande l'élimination de Tony uniquement pour 150 000 $. Mais Red and White lui répond que Tony habite avec 3 colocataires. Il insiste donc en lui disant qu'il serait plus prudent de tous les faire taire et lui propose un maxi best-of. 500 000 $ pour les 4. Russ finira par trancher et envoyer 3000 bitcoins à Red and White le 8 avril. 4 jours plus tard, après l'histoire de Friendly Chemist. 3000 bitcoins, c'est-à-dire 500 000 $. Quelques jours plus tard, Russ reçoit le message de confirmation, le travail a bien été effectué. Bon, je pourrais largement continuer, il y a eu des centaines d'échanges entre les deux. On l'a dit, Russ finit par se faire arrêter par le FBI en 2013 et cette histoire éclate au grand jour puisqu'on finit par trouver les messages. Sauf qu'en fait, les autorités canadiennes, lorsqu'ils découvrent cette histoire et qu'ils commencent forcément à enquêter sur les meurtres, ils ne trouvent aucun homicide qui pourrait coller. La personne qui est censée être Friendly Chemist n'a pas été assassinée. Tony76 non plus. Les meurtres n'ont juste jamais eu lieu. Russ a payé 650 000 $ de bitcoin, qui valent environ 78 millions à l'heure où je vous parle, pour des meurtres qui ne se sont pas produits. Tout ce qu'on sait, c'est que Tony76 avait déjà volé des centaines de milliers de dollars à des utilisateurs de la Silk Road. Lucidrop avait fait la même chose. Et les enquêteurs
pense que Tony76, Lucy Drop, Friendly Chemist et Red and White étaient en fait la même personne. Et si c'est le cas, c'est l'une des plus grandes arnaques de l'histoire. Il y a d'autres vidéos qui disent que ce seraient les services de renseignement américains qui auraient mis tout cet incroyable plan sur pied. Créer la fausse image du meurtre, entretenu la relation avec Ross, créer tous ces profils différents. Encore une fois, dans cet iceberg, l'obscurité est beaucoup plus présente que la lumière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième et dernière partie sur l'iceberg de Bitcoin et des crypto-monnaies. J'ai essayé de prendre toutes les meilleures histoires que j'ai rencontrées, que j'ai trouvées sur cet écosystème, et de toutes les mettre ensemble. Alors, est-ce que c'est plus quelque chose d'artistique ou de factuel? Est-ce que ça permet de donner une représentation de l'écosystème de Bitcoin et des crypto-monnaies? Ça, c'est vous qui voyez. Dans le sens où on est quand même sur les histoires les plus poussées. Donc forcément, elle ne représente pas la partie émergée de l'iceberg, du coup. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette série que j'en ai pris à la créer de bout en bout. C'est évidemment le projet le plus abouti de ma chaîne YouTube, ça m'a pris des mois et des mois pour récolter toutes les histoires, pour tout créer, tout monter, etc. Mais honnêtement, j'ai tellement kiffé que je pense refaire des formats longs, pas forcément des formats iceberg, mais des formats style documentaire, je sais pas exactement quelle tournure ça va prendre dans le futur, parce que vraiment, enfin, c'est trop cool en fait. Donc les potes, aujourd'hui, plus que jamais, si vous avez apprécié cette série, que vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aimer, vous abonner et essayer de partager la vidéo si c'est possible autour de vous. Merci également à mes deux